Message de ma femme pendant son voyage entre amis, je ne reviendrai pas. J'ai trouvé quelqu'un de mieux et plus jeune que toi. Elle a transféré tout notre argent de l'épargne commune vers son compte personnel. J'ai juste répondu, bonne chance. Le lendemain matin, quand elle a vérifié le solde. Le message est arrivé pendant qu'elle était dehors avec des amis. 3 phrases, froides et nettes, je ne reviendrai pas. J'ai trouvé quelqu'un de plus jeune, de mieux que toi. En quelques secondes, elle avait vidé notre compte d'épargne commun et transféré chaque centime sur le sien. Tout ce que j'ai pu répondre, c'était « bonne chance ». Le lendemain matin, en vérifiant le solde, je pensais que le pire était passé. Les papiers de divorce étaient signés, et j'essayais de me convaincre que tout ça appartenait déjà au passé. Mais c'est là que mon frère m'a fait remarquer un détail dans les documents, un engagement de location de 175 000 $, pris en mon nom, au profit de mon ex. J'étais abasourdi. Il s'était servi de ma signature, de ma confiance, et même de mes propres comptes pour financer son entreprise. J'ai cru que j'allais exploser. Puis, quelque chose s'est enclenché. J'ai décidé que si elle et son complice pensaient pouvoir me dépouiller, ils se trompaient lourdement. Ils allaient rembourser jusqu'au dernier dollar. Et croyez-moi, ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Mon nom, c'est Ethan Cole. J'ai 54 ans, et je suis assis dans la cuisine de notre appartement à Des Moines, le regard fixé sur mon téléphone. Il est 11h42, un mercredi soir. Ma femme, Anna, est censée être au 4e jour d'un voyage entre filles à Palm Springs. Le message sur mon écran montre un transfert de 118 000 $ provenant de notre compte joint. J'ai posé le téléphone et fini mon café. 15 années de mariage, réduites à 2 phrases et une capture d'écran. En y repensant, les signes étaient là depuis longtemps, les week-ends prolongés, les nouvelles tenues qu'elle n'avait jamais portées avec moi, ces appels qu'elle coupait dès que je franchissais la porte. Je voyais tout. Après tout, je suis comptable judiciaire, repérer les irrégularités, c'est littéralement mon métier. Mais j'ai préféré me taire. Peut-être que c'était ma première erreur, ou peut-être que j'étais simplement marié à une femme qui pensait que mon travail se limitait à jongler avec des feuilles de calcul. J'ai déverrouillé mon téléphone et ouvert une de mes adresses e-mail secrètes, une que Rachel ignorait totalement. 3 alertes m'attendaient, le système de sécurité de la banque signalait plusieurs tentatives pour modifier les mots de passe de compte dont elle ne connaissait même pas l'existence. Elle était culottée. Je devais au moins lui reconnaître une chose, elle était audacieuse. Alors j'ai tapé 2 mots, bonne chance. Puis j'ai appelé mon frère, Marc. Tu te souviens du plan de secours dont on a parlé il y a 5 ans, ai-je demandé. Tu veux dire, tu es sûr? Ouais. C'est le moment. Elle venait de jouer sa carte. Je suis resté assis là, fixant la photo de notre mariage sur le mur, la seule où nous avions encore l'air d'un vrai couple. J'aurais dû le voir venir. J'ai rencontré Rachel Bowman à un événement d'anciens étudiants à l'université de Iowa. J'avais 38 ans, fraîchement divorcé après un premier mariage tumultueux, et concentré à 100% sur ma carrière en comptabilité judiciaire. Rachel avait 34 ans. Elle débordait d'énergie, d'ambition, et se fichait complètement de ce que je faisais. Chaque fois que j'essayais de lui expliquer un dossier, elle me coupait avec un sourire, tant que tu gagnes assez pour qu'on vive confortablement, c'est tout ce qui compte. 1 an plus tard, on se mariait. J'ai financé l'ouverture de son studio de yoga, payé les rénovations, le matériel, tout. Quand elle a voulu une maison plus grande, j'ai dit oui. Des voitures luxueuses? Oui encore. Des voyages hors de prix? Bien sûr. Un jour, alors qu'on réparait la clôture de la maison de mes parents, mon père s'est arrêté, le marteau à la main, et m'a dit. Fiston, j'ai remarqué que ta femme dépense pas mal de ton argent. Assure-toi juste qu'elle apprécie vraiment les efforts que tu fais pour ça. J'ai haussé les épaules à l'époque, mais ces mots sont restés dans un coin de ma tête. 6 ans plus tard, j'ai commencé à revoir toute ma structure financière, rien d'illégal, juste une protection. J'ai créé 2 sociétés à responsabilité limitée, monté des fonds d'investissement, placé un peu en crypto et ouvert quelques comptes offshore pour mes clients internationaux. Rachel ne connaissait que notre compte joint et quelques cartes de dépenses. Rien d'autre. Pendant ce temps, elle plongeait dans le monde des influenceuses bien-être. Son compte Instagram a explosé, et les voyages se sont enchaînés, d'abord un week-end, puis des semaines entières. T'inquiète pas, disait-elle.
C'est juste un séminaire de yoga et de jus de tox. L'année dernière, elle a oublié mon anniversaire. Le lendemain, elle m'a offert une montre de luxe. Je suis débordé avec l'expansion du studio, s'est-elle justifiée. J'ai accepté le cadeau, mais ce soir-là, j'ai mis la touche finale à mon plan de secours. Les signes étaient là depuis longtemps. J'avais juste refusé de voir ce qu'il annonçait vraiment. Le matin suivant son message, je me suis levé tôt et j'ai préparé du café. Même quand tout s'écroule, certaines habitudes ne meurent jamais. J'ai ouvert mon logiciel de gestion financière, celui que j'utilise pour mes clients, adapté à mes besoins personnels. En quelques clics, j'ai déclenché le protocole d'urgence que Marc et moi avions conçu il y a des années. D'abord, j'ai gelé tous nos comptes communs et nos cartes de crédit. Ensuite, j'ai signalé le transfert de 118 000 $ comme suspect, en contactant mes relations à la banque pour accélérer l'enquête. J'ai envoyé à mon avocat les documents prouvant la fraude financière de Rachel et lui ai demandé de lancer la procédure de divorce immédiatement. Puis j'ai appelé ma mère. Je lui ai expliqué, Rachel m'avait quitté, pris notre argent et mis mes affaires dans un box de stockage, tout en prétendant être en vacances. Elle est restée silencieuse un moment, puis a dit « Je suis désolé, Ethan Cole. Mais honnêtement, je ne peux pas dire que je sois surprise. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Ce que je prépare depuis des années, ai-je répondu. Protéger ce qui est à moi. 1 heure plus tard, le nom de Rachel s'est affiché sur mon écran. J'ai rejeté l'appel. Elle a rappelé 10 fois. Puis un message. Qu'est-ce que tu as fait ? L'argent a disparu et mes cartes ne marchent plus. Je n'ai pas répondu. À la place, je suis allé à l'unité de stockage dont elle parlait. J'ai utilisé le code qu'elle m'avait envoyé et ouvert l'unité de stockage. À l'intérieur, seulement 2 boîtes m'attendaient, quelques vêtements et mon ordinateur portable. Tout le reste, les albums de famille, mes livres, les souvenirs de mon père avaient disparu. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est éteint en moi. J'ai refermé l'ordinateur, quitté le box et me suis rendu à l'hôtel le plus proche. Pour la première fois depuis des années, tout était clair dans ma tête. Je n'étais plus en colère. J'étais concentré. Froidement lucide. Le lendemain matin, je me suis rendu au bureau comme si rien ne s'était passé. Ma secrétaire, Valérie, m'a lancé un regard étonné. Elle n'avait aucune idée que ma vie venait de s'effondrer. Marc m'attendait déjà dans mon bureau. Sur son écran, il avait ouvert plusieurs dossiers financiers liés à Rachel et à son nouveau compagnon, Chase Carter. Tout, du nouvel équipement du studio jusqu'aux événements de promotion, avait été financé par des prêts risqués, la plupart récemment approuvés grâce au investissement de Rachel. Mais Marc avait découvert autre chose, un détail qu'elle ne pouvait pas connaître. « Regarde ça », m'a-t-il dit en pointant l'écran. Carter avait contracté un prêt pour petite entreprise 4 mois plus tôt, en utilisant le matériel du gym comme garantie. Assez classique, ai-je dit d'un ton neutre. Oui, sauf que regarde qui a signé. Je me suis penché. Sur le contrat figurait la signature de Rachel, à côté de la mienne un prêt de 175 000 $. Elle l'a signé avant de te quitter, a murmuré Marc. Mais le pire, c'est ça, le vendeur a noté qu'il s'agissait d'une responsabilité conjointe entre mari et femme. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Elle s'est servie de mon statut pour obtenir de meilleures conditions, ai-je dit. Exactement. Elle a utilisé vos biens conjugaux comme garantie, sans ton accord. Et ce n'était pas tout. 3 cartes de crédit, un prêt automobile, et un autre prêt pour un espace commercial flambant neuf, tous co-signés par Rachel, tous garantis par nos actifs communs. Je me suis levé et suis allé me poster près de la fenêtre. Dehors, les enfants du voisin jouaient dans la cour, insouciants, loin des complications du monde des adultes. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle a fait, ai-je dit enfin. Lui non plus. Le lendemain matin, j'étais dans le bureau de mon avocat, un dossier complet à la main. Je veux agir vite, ai-je dit avant même qu'il ne pose une question. Il a parcouru les documents et hoché la tête. Nous allons demander une protection d'actifs d'urgence aujourd'hui. Les preuves de fraude suffisent à geler tous les biens jusqu'à la fin du divorce. Cet après-midi-là, je me suis rendu chez Carter Fitness. Le gym était flambant neuf, décoré de slogans de motivation sur les murs et d'un logo brillant au-dessus de l'entrée. À l'intérieur,
des jeunes trentenaires en tenue hors de prix prenaient des selfies entre deux séries d'exercices. Chase m'a repéré aussitôt. Il était encore plus grand que sur les photos, les cheveux parfaitement coiffés et le genre de type qui vivait de son image. Il est venu vers moi avec un large sourire de façade. Tu dois être Ethan Cole. Rachel m'a beaucoup parlé de toi. Je ne lui ai pas rendu la main. On devrait parler en privé. Son sourire a un peu vacillé, mais il m'a conduit dans un petit bureau vitré, élégant mais impersonnel. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi, a-t-il demandé en fermant la porte. J'ai posé un dossier sur la table. Voici tous les documents financiers qui te lient à Rachel, prêt, carte de crédit, tout. Chacun est garanti par nos biens conjugaux. Il a feuilleté le dossier, confus. Je comprends pas. C'est pourtant simple, ai-je répondu. Rachel a utilisé notre mariage pour sécuriser vos prêts commerciaux. Maintenant que nous sommes divorcés, ces garanties n'ont plus aucune valeur. La couleur a quitté son visage. Mais ce sont des contrats légitimes entre elle et moi. Peut-être, ai-je dit calmement. Mais les banques ont validé les prêts sur la base de nos actifs conjoints, des actifs auxquels elle n'a plus accès. Il a fermé le dossier avec un soupir. Qu'est-ce que tu veux? Rien de toi, ai-je dit. Je tenais juste à ce que tu saches ce qui arrive. Les banques vont bientôt venir réclamer leur argent. Il m'a fixé, tendu. Rachel m'a dit que tu étais riche. Que ça ne te poserait pas de problème. J'ai esquissé un sourire. L'argent n'a jamais été le problème, Chase. La confiance, oui. Je me suis levé, prêt à partir, puis je me suis arrêté à la porte. Une dernière chose. Quand Rachel est partie, elle a emporté des objets auxquels je tenais énormément, des photos de famille, une montre de mon père, des souvenirs qu'on ne remplace pas avec de l'argent. Il m'a observé un long moment avant de répondre. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai hoché la tête et suis parti sans me retourner. Le lendemain, la réception de mon hôtel m'a remis une boîte. À l'intérieur, mes photos, la montre de mon père, et quelques autres objets personnels. Aucun mot, pas même un post-it. Cet après-midi-là, mon avocat m'a appelé. L'ordonnance de gel des avoirs conjoints venait d'être approuvée. Désormais, aucun compte, aucune propriété, aucun fonds ne pouvait bouger avant la fin du divorce. Je me suis connecté à mon système de gestion financière et j'ai vérifié les alertes. Rachel avait tenté d'accéder à notre compte commun 17 fois en 24 heures. Elle avait même essayé d'ouvrir une nouvelle ligne de crédit, en mettant notre maison en garantie. Refusé. Puis mon téléphone s'est allumé, son nom, encore une fois. Cette fois-ci, j'ai décroché. « Qu'est-ce que t'as fait ?» a-t-elle hurlé. La banque a rappelé tous les prêts. Ils vont venir saisir l'équipement demain. Dommage, ai-je répondu calmement. C'est de la vengeance, Ethan Cole. Tu détruis tout ça juste pour me blesser. Non, ai-je dit d'une voix posée. Je ne fais que me protéger d'une fraude. Tu as utilisé notre mariage pour garantir tes dettes sans mon consentement. C'est illégal. Elle a baissé le ton, presque suppliante. On peut arranger ça. Reviens à la maison, on en parlera. 15 ans de mariage, et elle pensait encore pouvoir me manipuler avec sa voix douce. Il n'y a plus rien à dire, Rachel. Et j'ai raccroché. Le divorce aura bien lieu, ai-je dit. Et l'enquête pour fraude aussi. C'était le moment pour elle d'apprendre, à la manière la plus coûteuse qui soit, ce que signifie réellement la diligence. J'ai terminé l'appel et bloqué son numéro. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. 3 semaines plus tard, je me trouvais dans une salle de conférence lorsque Rachel est arrivée avec son avocate pour la médiation ordonnée par le tribunal. Elle semblait épuisée. Les vêtements de créateur et le maquillage sophistiqué n'arrivaient plus à masquer la fatigue et l'inquiétude. Son avocate fut la première à parler. Ma cliente est prête à faire preuve de bonne volonté dans la division des biens, malgré les tactiques plutôt agressives employées jusqu'ici. Mon avocat esquissa un sourire poli. Heureux de l'entendre, parce que nous avons une mise à jour. Il fit glisser un dossier à travers la table. La banque a terminé son enquête sur la fraude, annonça-t-il. Et elle a conclu que Madame Bowman a falsifié la signature de Monsieur Ethan Cole sur plusieurs documents de prêt, utilisant leurs biens communs comme garantie, sans son consentement.
L'avocate de Rachel blêmit en parcourant le rapport. Nous allons avoir besoin de temps pour examiner ça. Bien sûr, répondit calmement mon avocat. Mais vous devriez savoir que la banque a déjà transféré le dossier au procureur. Cette réunion n'est qu'une formalité avant le dépôt officiel des charges criminelles. Rachel me fixa, les yeux écarquillés. Des charges criminelles. Ethan Cole, tu ne peux pas être sérieux. Je la regardai droit dans les yeux. Ce n'est pas moi qui ai porté plainte, ai-je dit doucement. C'est la banque. C'est ce qui arrive quand on commet une fraude hypothécaire. Son avocate lui souffla quelques mots à l'oreille, et Rachel baissa la tête, les épaules tombantes. Mon avocat reprit. Si Madame Bowman est disposée à signer l'accord de divorce aujourd'hui, Monsieur Ethan Cole est prêt à fournir à la banque une déclaration pouvant atténuer les poursuites criminelles. Il ne déposera pas non plus de plainte personnelle pour fraude financière ou transfert non autorisé du compte joint. Je l'ai observé s'effondrer lentement, en silence. Elle s'attendait à ce que je sois furieux, blessé, peut-être même que je craque. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, ce furent les conséquences. L'accord est plutôt généreux, ai-je dit calmement. Tu gardes ton studio de yoga, il est toujours rentable. Tu gardes ta voiture, tes biens personnels. Pas de pension. Mais tu assumes toutes les dettes. Elle m'a lancé un regard amer, un sourire nerveux aux lèvres. Et lui ? Mon avocat a répondu sans hésiter. Les problèmes financiers de Monsieur Carter lui appartiennent entièrement. Sans les biens de son épouse en garantie, la banque a déjà entamé une procédure de recouvrement. Rachel a signé les papiers sans un mot de plus. En quittant la salle, elle a posé une main sur mon bras. Je n'aurais jamais imaginé que tu réagirais comme ça. Tu as toujours tout supporté en silence. Je l'ai regardé une dernière fois. J'ai fait ma part, Rachel. Comme toi, tu as fait ton choix. Puis je suis sorti sans me retourner. Un mois plus tard, j'ai quitté l'hôtel et emménagé dans une petite maison près du centre de Monk. Rien de luxueux, juste une vieille maison de style craftsman, solide, avec quelques réparations à faire. Le genre d'endroit qui garde vos mains occupées et votre esprit tranquille. Quelques semaines plus tard, j'ai appris par des amis que Rachel s'était installée au Colorado. Son Instagram débordait de photos de montagnes et de citations sur les nouveaux départs. Quant à Chase Carter, il avait vendu son gym à une grande chaîne et s'était envolé pour Miami, apparemment pour développer la marque. Aucun d'eux n'a jamais reparlé de ce qui s'était passé. Les gens parlent rarement de leurs erreurs. Un samedi, mon frère Marc est venu m'aider à installer les nouveaux meubles de cuisine. « T'as eu des nouvelles de Rachel ?» m'a-t-il demandé en ajustant une planche. « Non » ai-je répondu. « Et je ne m'attends pas à en avoir. »« Tu lui as tout pris, tu sais. Avec les accusations de fraude, elle ne s'en remettra pas. » J'ai haussé les épaules. Pourquoi m'en soucier? Elle n'est plus mon problème. Nous avons travaillé en silence pendant un moment. Le son régulier du sciage, du clouage et de l'assemblage avait quelque chose de méditatif. Je pense que je vais prendre un peu de temps pour moi, ai-je dit finalement. Peut-être aller pêcher à la cabane du Minnesota. Marc a souri. Papa aurait adoré ça. Tu n'y es pas retourné depuis sa mort. Le quartier était calme. On n'entendait que le vent et, parfois, le rire lointain d'un enfant. C'était bien différent du quartier huppé où Rachel insistait pour qu'on vive. Ici, tout semblait plus vrai. Je repensais aux 15 dernières années, à la façon dont j'avais laissé quelqu'un d'autre définir ma vie et ma valeur. Tous les signes étaient là, je les avais simplement ignorés. Et pourtant, quelque part au fond de moi, je savais depuis longtemps que ce jour viendrait. Je ne me sentais ni victorieux ni amer. Juste libre. Le lendemain matin, j'ai appelé le bureau pour dire que je serais en retard. Puis j'ai bouclé mes valises, fermé la porte de la maison et pris la route vers le nord. Pas d'itinéraire, pas d'attente, et pour la première fois depuis des années aucune rancune à traîner. Commentaire Reddit. Quelle histoire incroyable. Ce qui m'impressionne le plus, c'est la façon dont il est resté calme, même face à la trahison et à la manipulation. Plutôt que de répondre par la haine, il a choisi la dignité et la justice. Parfois, la meilleure vengeance, c'est simplement de reprendre le contrôle de sa vie et d'avancer. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire.
Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits captivants comme celui-ci. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour d'autres histoires inspirantes. Le lien est dans la description et sur la carte à l'écran.